ensemble, mais est-ce qu'il y a une image effrayante du Covid? Est-ce qu'on a vu quelque chose qui nous a terrorisés? Alors si vous voulez, on va faire une chose, c'est regarder sur le grand écran là-bas cette première image. Ça, c'est une image américaine, c'est l'image de l'île des morts, une image près de New York, et ce sont des détenus qui enterrent des victimes du Covid, non réclamées par les familles, c'est filmé par un drone, et les autorités locales ont voulu prendre ces images, interdire la diffusion. Elles n'y sont pas parvenues. On les a. En revanche, on va voir maintenant cette image qui est tout le contraire. C'est l'image italienne de Bergame, où là, on a vu énormément de cercueils. Ça a beaucoup choqué. On va voir celle d'après. Vous voyez, quand les Italiens ont vu ça, ils ont réellement pris peur, et ça explique peut-être qu'actuellement les Italiens sont parmi ceux qui observent le plus rigoureusement les règles des gestes barrières. Mais en France, alors comment ça s'est passé en France? Souvent on dit mais on a vu Rungis, mais non, on n'a pas vu Rungis. Rungis, on l'a vu de l'extérieur. On a vu quelques cercueils, et si vous voulez, on va regarder juste un petit extrait d'un journal de l'A2 qui montre les cercueils. La file de cercueils ne cesse de s'allonger dans cette entreprise de pompes funèbres du Haut-Rhin. Ces corps, tout juste arrivés, ne pourront être inhumés avant 10 jours. Le gérant a même dû adapter les locaux. On a une salle de cérémonie, initialement prévue pour faire les cérémonies chez nous, qui aujourd'hui sert pour stocker les cercueils. C'est du jamais vu? Pour moi, oui. Oui, du jamais vu. Il a raison, et d'ailleurs c'est du jamais qu'on reverra, si j'ose dire. Parce que ce qu'on a vu, en revanche, et ce qui a été générateur de grande anxiété à son corps défendant, c'est le cas de le dire, eh bien ce sont ces images-là. C'est M. Salomon qui tous les jours nous faisait part des derniers chiffres de la courbe de notre peur, c'est-à-dire de la maladie, du Covid, la courbe des morts, la courbe des gens placés en réanimation. C'est quand même la première fois que notre quotidien a été jalonné à ce point par ce genre de discours. On a même vu ensuite le Premier ministre faire une grande réunion, une grande conférence de presse avec des ministres à ses côtés, des spécialistes, comme au journal, c'est-à-dire que tout à coup, le Premier ministre est devenu une sorte de présentateur spécial Covid, avec à ses côtés les panneaux, les chiffres. C'est la statistique qui a, quelque part, fait peur plus que le spectacle. C'est le chiffre. Car le spectacle, lui, a tout de suite généré ce rapport d'égalité absolue entre info et anxiogène, à tel point qu'aujourd'hui, dès qu'on dit info, on dit « Ah bah oui, le truc anxiogène ». Et comment c'est né cette histoire? Eh bien, c'est né en 1955, on va tout de suite voir ces images-là. C'est les 24 heures du Mans, et tout à coup, une voiture va décoller. La voilà, elle explose, elle traverse l'intégralité des tribunes. Il va y avoir 84 morts, 120 blessés. Ce sont les caméramans du journal télévisé qui filment ça. Et vous imaginez les Français qui suivent ça et qui sont terrorisés, cloués, sidérés chez eux. Et puis il va y avoir comme ça d'autres images, il va y avoir des guerres, des catastrophes. C'est le journal télévisé qui monte en puissance et c'est l'anxiogène qui monte en puissance. À tel point qu'un jour, en 1957, soit 2 ans plus tard, on va faire une spéciale du journal. Je vous laisse la regarder. Quand d'émotions fortes, sommes-nous des courtiers en chair encore tiède, ou bien avons-nous raison de vous montrer ce que vous n'auriez jamais dû ou pu voir? Avons-nous raison de penser qu'une civilisation se termine et qu'une autre commence? Civilisation, le mot peut vous paraître un peu gros, et pourtant. Regretter Montaigne, personnellement, nous le regrettons, et même beaucoup. Mais enfin, les faits sont là. Il est certain que jamais les images n'ont eu autant d'importance qu'en ce moment.
Jamais les images n'ont eu autant d'importance qu'en ce moment. On est en 1957, vous imaginez, par rapport à aujourd'hui. Ça veut donc dire que tout repose sur l'image et que le pouvoir va vouloir ou pas que les images sortent ou pas. Et donc, il y a ce rapport, encore une fois, entre anxiogène, information, image. Et alors, on va voir que, comme l'information télévisée est consciente de cette capacité qu'elle a, elle va parfois mettre en scène la peur, trouver le moyen d'user de la peur pour des raisons pédagogiques, et oui, pour faire comprendre par exemple le choc pétrolier. On est en 1979 et regardez cette séquence assez étonnante. Eh bien, cette info, ça n'a jamais existé, cette information. On est en 1979 et après le journal, il y a eu un autre journal, celui-ci, à 20h38, qui pendant une demi-heure a dit aux Français « il n'y a plus de pétrole, on ne va plus pouvoir rouler » et qui a montré des images des Champs-Élysées vides comme les images du Covid. Et tout ça parce que les producteurs d'un magazine qui s'appelait Question de temps se sont dit on va frapper les imaginations avec un faux journal qui annonce qu'il n'y a plus de pétrole. Vous imaginez la tête des gens, vous imaginez, comme on disait à l'époque, le Standard a explosé parce que les Français ont cru que c'était fini, il n'y avait plus de pétrole du tout. Eh bien, quelques années plus tard, on a remis le couvert. Et cette fois pour une autre pédagogie, mais avec la même peur, avec le même pouvoir. On regarde, nous sommes en 84. Madame, Monsieur, bonsoir. Conseil des ministres exceptionnel aujourd'hui à l'Élysée. Le porte-parole du gouvernement vient à l'instant d'en révéler la teneur. Le gouvernement a arrêté une série de mesures d'urgence destinées à enrayer l'aggravation des déficits des dépenses publiques, à commencer par la sécurité sociale. Voici une première liste de ces mesures dont Max Gallo vient donc d'annoncer la nature. Le nombre des médicaments remboursés sera considérablement réduit. La liste en sera publiée dans les jours qui viennent. Le montant du forfait hospitalier à la charge des malades est augmenté de 300%. Les allocations familiales seront supprimées pour tous les foyers dont les ressources dépassent 8 000 francs par mois. Les retraites seront versées par la sécurité sociale. Leur montant sera réduit de 20 à 70% selon les catégories. L'indemnisation des chômeurs sera diminuée de 20%. D'autres mesures seront annoncées demain. On n'en sait pas plus pour l'instant, mais déjà ces décisions du gouvernement apparaissent évidemment comme un événement politique et économique majeur. Rien n'avait filtré de leur préparation, même si l'aggravation de la conjoncture en explique l'urgence. Les réactions syndicales et politiques promettent d'être virulentes. Le point complet sur ces réactions et sur les mesures elles-mêmes dans notre dernier journal à 23h15. Rassurez-vous. Rassurez-vous, cela n'est pas vrai. Ce flash est un faux et ces nouvelles sont imaginaires. Mais avouez que vous avez eu peur. Eh oui, on a eu peur. Et toute la France a eu peur. Ça s'appelait Vive la crise et ce magazine a fait un boom colossal. Au passage, merci à l'INA de permettre, via les archives, de donner une intelligence d'un sujet aussi particulier, singulier et pourtant fondamental qui est ce rapport entre l'anxiogène et l'information. Et donc, vous voyez que la télévision a cette capacité de provoquer la peur, elle connaît le problème et donc elle le prend en compte. Elle essaie de le maîtriser comme elle peut et c'est toute la question qui s'est posée effectivement avec le Covid.
Merci Hervé Brusini pour cet éclairage. Nous a rejoint pour en parler Marie Garadio. Bonjour. Bonjour. Alors vous faites partie du département opinion de l'IFOP et vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle En immersion avec le politologue Jérôme Fourquet, un ouvrage sur le confinement. Vous avez choisi un échantillon de 30 familles confinées. Vous êtes allé les voir jour après jour, en virtuel on va dire. Vous êtes connecté par Internet à ces familles. Et ça a été très instructif justement pour savoir ce qui leur faisait peur. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que l'avantage de cet ouvrage, c'est qu'il a vraiment été écrit à chaud et donc il n'y a pas eu de relecture a posteriori de ce qu'on a vécu. Parce qu'on le voit, aujourd'hui, on a tendance à un peu avoir oublié qu'on a eu très peur, qu'on est resté longtemps chez soi, replié sur la sphère intime. Et on voit, évidemment, il y a des traces qui restent de cette période, mais on a tendance à relire un peu avec d'autres grilles de lecture ce qui s'est passé. Alors, de quoi les Français ont-ils eu peur ? Alors, ce dont on s'est rendu compte, c'est que au moment du confinement, tout le monde a été pris en fait d'une très grande sidération. Il y a eu une brutalité très forte, c'est-à-dire qu'on vivait dans des sociétés dans lesquelles on pensait que ça pouvait pas vraiment nous arriver, qu'on était un peu protégés, et on l'a très bien vu. On avait évidemment des choses déjà très dramatiques qui se passaient à nos frontières, notamment en Italie, mais il y avait un petit complexe de supériorité français qui disait tout ça est finalement assez lointain, et donc on s'est pris cette crise en pleine figure. Et quand on a peur, on arrive à définir sa peur ? Oui, alors on a peur de la mort, on a peur pour ses proches ? Tout à fait. Alors elle a plusieurs formes. En fait, on s'est rendu compte, alors pas au tout début du confinement, mais je dirais une semaine, 10 jours après, que la peur avait vraiment envahi les foyers et que c'était une peur très basique, très primaire. C'était la peur de mourir, à la fois pour soi et pour ses proches. Et ça révélait aussi beaucoup de choses sur nos sociétés dans lesquelles finalement la mort est assez évacuée, très peu discutée. Et là, elle s'invitait dans tous les foyers, comme Hervé Brusini l'a dit, au moment du JT, de façon vraiment dramatique, avec un décompte journalier très anxiogène. Et donc, il y a eu vraiment cette peur, à la fois individuelle et puis pour ses proches. Est-ce que vous diriez que la peur aujourd'hui a changé de registre ? Est-ce qu'on a peur d'une deuxième vague et par quoi elle se définit, cette peur aujourd'hui ? Je dirais qu'il y avait un autre aspect dans la peur sur lequel je voudrais revenir, parce que c'est peut-être celui-là qui perdure aujourd'hui. C'est aussi qu'on s'est rendu compte que la France était démunie par rapport à cette crise, qu'on est dans une puissance mondiale, réputée pour son système de soins, et puis qu'on n'arrivait pas à faire face, voire qu'on faisait moins bien face que certains de nos voisins européens. Et donc ça a été une vraie claque pour de nombreux Français de se rendre compte que nos États étaient un peu faillibles. Et je dirais que ça perdure aujourd'hui, c'est-à-dire que la confiance accordée au gouvernement en matière de gestion de la crise sanitaire est assez faible, en tout cas elle est minoritaire, et qu'on doute vraiment sur la capacité de l'État à prendre en charge ça. Sur la peur de la mort et de la maladie en tant que telle, évidemment on voit bien que s'enclenche une autre phase qui est l'idée qu'on va être obligé de cohabiter avec le virus, que c'est un peu à durée indéterminée, qu'on voit on voit pas le bout de cette crise. Et pour l'instant, je dirais que cette peur, elle s'est plutôt transformée en inquiétude et en défiance par rapport à nos gouvernements, mais elle est moins vive qu'au moment du confinement, mais elle pourrait de fait être réactivée si les morts augmentaient à nouveau. Un mot, Hervé, là-dessus ? Oui, je voulais dire que vous avez parfaitement raison, je pense qu'il y a même une sorte de paroxysme de l'inquiétude, paroxysme au sens dans la diversité des inquiétudes. C'est-à-dire qu'il y a la crise sanitaire, on n'est toujours pas sorti, normalement on devrait avoir les masques, mais là on les a laissés tomber pour que le son passe, mais sinon tout de suite après on va remettre ça. Une crise économique, où tout le monde se dit je vais peut-être être au chômage, une crise politique. Est-ce que je peux affronter ça, le gouvernement, et une crise des avis autorisés, de l'expertise, et donc la crise dont nous parlons, nous, ici, la crise de l'information. Et c'est en ce sens que nous avons droit à un traitement de choc multi-azimut et particulièrement complexe à affronter parce que, juste un dernier mot, nous sommes, vous l'avez dit, avec ce mot crucial qui est dans la période de la défiance. Or, on demande aux médias des certitudes. Et les médias ont parfois beaucoup de difficultés à intégrer le principe d'incertitude
dont fait preuve la science, l'économie, la politique. Et donc nous sommes dans ce mouvement-là de contradiction extrêmement difficile, et une des seules possibilités peut-être pour nous, journalistes, de nous en sortir, c'est de revenir sur des fondamentaux. Ça a été dit beaucoup ce matin sur l'infographie, explication, sur le reportage, même au niveau hyper local, sur le fait d'introduire de la méthode scientifique dans le journalisme, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se bâtit au jour le jour et qui n'avance pas des certitudes irrévocables. Voilà, c'est ce à quoi nous sommes convoqués, tous autant que nous sommes, et ça a quelque chose de passionnant, de formidable, mais en même temps de redoutable. Est-ce que vous diriez tous les deux qu'il y a des peurs qui sont productives, c'est-à-dire c'est parce qu'on a peur qu'on va accepter d'être confiné, c'est parce qu'on a peur qu'on va accepter de porter le masque, c'est parce qu'on a peur qu'on fait attention à la distanciation sociale, et des peurs peut-être contre-productives, comme une phrase que vous avez relevée, nous sommes en guerre, celle-là vous l'avez trouvée contre-productive, Marie? Alors non, contre-productive pour le gouvernement peut-être, parce qu'en fait le gouvernement partait en guerre mais sans les armes adéquates, donc c'est tombé un peu comme un soufflet en matière de prise de parole politique, mais quoi qu'il en soit, on le voit bien, en tout cas au moment du confinement, du premier confinement, les interventions de Jérôme Salomon, tout comme la rhétorique martiale du gouvernement, ont généré une peur qui a de fait fait que la plupart des Français, une très grande majorité, ont respecté les gestes barrières et les conditions du confinement. On a l'impression qu'il y a une orchestration quand même de la peur par rapport à cette métaphore guerrière de la part du gouvernement et du chef de l'État, aussi au niveau médiatique, que l'on a relayé bien sûr cette parole présidentielle et gouvernementale, et puis aussi le décompte des morts tous les jours au JT. Il y a quand même une orchestration, on a participé à cela nous autres médias. Oui, moi je suis toujours gêné avec le mot orchestration parce que je pense qu'il n'est pas loin d'une sorte de pensée un peu du complot, où on recevrait des coups de téléphone le matin ou le soir du gouvernement pour dire alors demain on va faire comme ça, pour faire péter la trouille chez tout le monde en étant grossier. Non, non. Il n'y a pas eu orchestration, il y a eu, je pense, gestion tant bien que mal, très chaotique, contradictoire, et parfois, pour utiliser le mot du Moyen-Âge, apocalyptique en ce qui concerne l'information sur le Covid, et les médias ont fait ce qu'ils ont pu. Les médias n'ont pas traité les Français en mineurs, c'est ce que nous dit par exemple Pierre-Rosan Vallon. Les gens ont été considérés comme des adultes. Il y a eu la tentative d'explication des choses complexes, parfois la réduction en termes de croyance d'un médecin sur quelque chose plutôt qu'une autre croyance sur une autre chose, et ça je pense que c'est dommageable, c'est là où la méthode scientifique doit venir dans le journalisme, mais il y a eu l'intégration dans les questions le soir ou le midi que tout le monde se posait et tout le monde a inventé la même rubrique, on vous répond. D'ailleurs, il y avait un côté un peu cloné entre les journaux, il faut quand même dire les choses. Et donc, l'orchestration, non. Tenter d'affronter la chose. Et justement, il y a quelque chose qui est un peu, symptomatique, c'est le cas de le dire, c'est l'allongement de la durée des journaux. Vu que c'était compliqué, difficile, eh bien, les journaux sont allés à 50 minutes, 1 heure, pas pour conquérir des parts d'audience comme la première guerre du Golfe, je sais, j'y étais, et là, le sport que nous avons pratiqué était honteux. En revanche, pour tenter de donner, à informer davantage, d'essayer d'être un peu plus complet, avec toutes les difficultés que ça représente. C'est l'humilité qui est nécessaire et c'est l'humilité qui était la preuve de l'allongement. Est-ce que vous diriez aujourd'hui, Marie, au regard de ce qu'on sait, est-ce que cette défiance des Français envers le gouvernement, envers la parole du pouvoir, ça nous amène à une sorte de docilité, c'est-à-dire qu'on respecte les règles sans trop y croire ?
Alors, c'est difficile de conclure là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'au sortir de cette première phase de crise, puisqu'on est toujours dedans, la défiance, en tout cas le manque de confiance vis-à-vis du gouvernement est quand même significatif. Ça, c'est évident. Il est aussi important de rappeler qu'il est beaucoup plus important que chez nos voisins européens. Donc, certainement... En Italie, en Allemagne, c'est pas le cas? Alors, surtout en Grande-Bretagne, où on pourrait se dire que Boris Johnson, quand même, a objectivement assez mal géré les choses et finalement à une opinion publique qui est moins défiante. Alors une des pistes, c'est de se dire qu'en France aussi on attend tellement de l'État que du coup on crée des déceptions à la hauteur de ses attentes, donc on est toujours beaucoup plus critique, mais c'est sûr que cette défiance existe. Alors sur le respect sur la docilité, nous on voit en tout cas monter dans les études très clairement la remise en cause des libertés individuelles, l'impression qu'on a peut-être un État autoritaire qui jouerait aussi sur ces gestes barrières pour faire en sorte que les gens ne se rassemblent peu. Et ce qui est un peu, en tout cas un signal faible à noter, c'est que ce qui était souvent rappelé par les complotistes va toucher des catégories de population un peu plus larges aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que, quand on voit par exemple le mouvement anti-masque en France aujourd'hui, même par rapport à d'autres pays européens, il y a quand même un respect des gestes barrières en France qui est important. L'actualité aujourd'hui, c'est la fermeture de certains bars, de certains restaurants dans certaines villes. La question aussi d'un reconfinement. À quelles conditions vous pensez que les Français peuvent accepter de nouveau cette actualité-là? Alors c'est vrai qu'on a des chiffres qui montrent que les Français sont quand même majoritaires pour accepter un certain nombre de restrictions, que ce soit de limiter les sorties, d'éviter d'aller voir les anciens. Et puis on a quand même 72% dans un des derniers sondages réalisés de personnes qui seraient prêtes à être confinées pour 15 jours. Je pense que, alors il y a derrière ça l'idée qu'on parle d'un temps circonscrit, donc 15 jours et pas plusieurs mois. Il y a l'idée, je pense, que cette peur par rapport à la mort qui reviendrait en masse, peut en tout cas inciter un certain nombre de Français à adopter ce genre de mesures. Mais on voit que la crise économique et sociale qui s'annonce et qui est déjà là, en fait, supplante dans les inquiétudes pour le moment la crise sanitaire. C'est beaucoup plus fort. Donc il y a une mise en tension réelle, de fait, sur ces aspects-là de la crise. Je voulais juste peut-être revenir sur les médias. En fait, nous, ce qu'on a observé justement auprès des gens qu'on a suivis tout au long du confinement, c'était pas tant une défiance vis-à-vis des médias qu'en fait il y a eu un tel blast médiatique, c'est-à-dire que ça a occupé tellement toute la sphère médiatique, et notamment il n'y a pas eu la possibilité qu'on a parfois d'avoir un peu un regard sur ce qui se passe dans le monde qui serait un peu différent de ce qu'on vit en France, puisque tout le monde a été concerné. Et donc on a vu, il y a eu une fascination très forte en fait des participants. On a eu de toute façon des scores d'audience records, je crois, dans plein de médias. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que ce blast médiatique a créé une anxiété et que, quasiment de façon thérapeutique, les gens ont décidé d'adopter une hygiène médiatique, de ne plus de fermer les radios et les réseaux sociaux et les téléviseurs le temps, notamment de l'annonce du professeur Salomon, pour éviter de sombrer dans une anxiété sans fin. Et Hervé l'évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a aussi une confusion entre médias et pouvoir parce que les codes étaient mélangés. C'est-à-dire qu'il évoquait très bien Édouard Philippe qui utilise des graphiques et qui se mue en instituteur, voire en journaliste ou en expert. Est-ce que ça aussi vous le retrouvez dans les chiffres que vous avez à l'IFOP? C'est-à-dire pouvoir, journaliste, gouvernement, c'est un peu la même chose? Alors, c'est pas forcément tout à fait la même chose, mais c'est vrai qu'il y a une défiance de toute façon vis-à-vis de toutes les institutions, et cette crise aussi, au-delà des médias, mais qui renvoie aussi à une difficulté pour vous, c'est celle des scientifiques. Très clairement, au tout début de la crise, on avait l'impression qu'ils allaient nous sauver, nous dire des vérités, puis on a découvert qu'il n'y avait pas une seule parole scientifique, mais plein de paroles scientifiques différentes, et que donc, dans ces controverses, le français ne s'y retrouvait absolument pas, et que ça créait une nouvelle anxiété. Donc il y a une nouvelle défiance, plus les histoires, on va pas revenir sur le professeur Raoult, mais qui réactivent aussi des clivages importants entre Paris, la province, les élites et le peuple. Donc il y a ça derrière, ça c'est évident. Après, l'amalgame total, je ne pense pas. Et puis il y a quand même eu aussi une compréhension que les journalistes étaient des êtres humains comme tout le monde, et que du coup ils ont été tout aussi impréparés que nous
pour gérer cette crise. Et on leur en veut beaucoup moins qu'un gouvernement qui, lui, était quand même censé nous fournir des masques, des protections, et puis mettre de l'argent dans un système aussi essentiel que la santé. Vous partagez le même sentiment ? Oui, je trouve d'ailleurs que le signe de bonne santé démocratique, ça a été les enquêtes qui ont été réalisées par les télés, et pourquoi pas le dire le service public, sur le déficit en masques, le déficit en produits basiques. Et donc ça voulait dire que nous n'étions pas face à une sidération des médias publics, mais qui continuaient à faire leur travail de journalistes et donc de questions posées. Peut-être aussi, parce qu'il y a effectivement cette confusion entre médias et gouvernement. D'ailleurs, on n'a jamais vu autant de ministres s'exprimer, et pour cause, devant l'extraordinaire difficulté. Mais je crois que ce dont ont besoin les personnes pour récupérer ce capital confiance, c'est de la clarté sur le temps. Et quand vous avez dit 15 jours, ça aide à caler et je dirais à baliser l'anxiété. C'est une arme anti-anxiété, un calendrier et une clarté. Et donc ne pas laisser entendre, comme disait mon ami, qu'il peut y avoir une orchestration, donc un orchestre, donc un chef d'orchestre. Non, que les choses se font et mettre à table ces choses-là, avec toute la difficulté d'humilité que ça représente, et là aussi paradoxale, je gère, mais en même temps, je fais mon apprentissage. Pas simple. Alors pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Hervé, si la population a le sentiment que les politiques ou les médias cherchent à cacher des choses, c'est vrai que l'anxiété s'accroît de jour en jour, et c'est pour ça que la parole a été libérée sur les médias, et une volonté également d'expliquer, de décrypter, et comme le disait notre confrère de TF1 ce matin, les journalistes se sont positionnés comme étant des instituteurs de l'actualité, ils ont appris en marchant. Oui, c'est leur honneur. C'est leur fonction, c'est ça leur attribution dans une société démocratique adulte. Et donc c'est encore une fois dans la quintessence du moment ce à quoi nous sommes convoqués de la manière la plus absolue. Et je dirais, a fortiori dans le service public, dans la diversité de ses antennes et de ses offres. C'est bien ça le pari. Et vous savez, la question de la défiance est une question fondamentale politiquement aujourd'hui. La question du statut de la vérité, la question des faits. Il ne faut pas qu'on rate le rendez-vous que nous adresse le Covid, car c'est un rendez-vous politique au sens large du terme, national, mais aussi mondial. Arnaud en parlait. Il faut une mondialisation de l'économie. La pandémie, c'est un défi qui nous est lancé, un défi de sursaut d'intelligence collective, de façon à ce que nous puissions affronter, il paraît, le monde nouveau dont on n'arrête pas de nous dire qu'il est là. Alors la peur, on l'a vu encore tout à l'heure, a entraîné un rejet des médias et un attrait pour les réseaux sociaux, avec des informations là multiples sur le complot qu'on évoquait tout à l'heure, des raisons organisées de faire peur. Comment est-ce que vous avez perçu ça ? Alors ça, c'est quelque chose qu'on perçoit, je dirais, depuis bien longtemps. Alors pour rebondir sur le monde nouveau, nous, en fait, assez rapidement, on s'est dit que le monde d'après ressemblerait beaucoup à celui d'avant, mais juste que cette crise était en fait un incubateur des tendances préexistantes, et que du coup, ça avait accéléré des tendances qui étaient déjà là. Jérôme Fourquet, qui travaille beaucoup donc, sur ce qu'il appelle l'archipélisation de la société française, c'est-à-dire qu'on est plein d'îlots qui n'arrivent plus trop à communiquer ensemble. C'était montrait déjà très fortement l'impact des réseaux sociaux, avec pour la parole publique mais aussi pour la parole des grands médias une difficulté à percer le mur du son chez plein de personnes qui finalement se créent d'autres modes de communication, et c'est assez frappant, ça on le voit très fortement dans nos études, notamment le parisianisme dont on critique quand
il existe quand même, voilà, il ne peut pas être quantifié ni objectivé, mais cette idée d'un entre-soi médiatique est quand même très très fortement perçue par la population française, et les réseaux sociaux apportent en fait une appropriation individuelle avec tous les risques que présentent les réseaux sociaux, puisque on a à la fois ce fonctionnement d'algorithme qui fait que on le voit très bien, par exemple sur un exemple sur les anti-vaccins, les réseaux sociaux finalement vous abreuvent d'exemples et donc nourrissent en fait une thématique anti-vaccination qui rend la parole de Santé publique France par exemple quasiment inaudible chez une partie de la population française. Donc c'est des thématiques qui étaient déjà préexistantes et qui de fait ont été réaccentuées par la crise et la digitalisation croissante de notre société. Parce que Hervé, vous disiez tout à l'heure, c'était l'honneur du service public de faire des enquêtes, de dire ce qui n'allait pas, il n'y avait pas assez de masques, on n'était pas prêts. Mais est-ce que vous n'avez pas, vous, au service public, perdu du monde, perdu des téléspectateurs, perdu en audience ? Non, je ne le pense pas. Alors, je n'ai pas examiné, n'est-ce pas, les courbes. Je pense que, et puis parlons un peu du qualitatif, je pense que qualitativement, le travail tenté a été offert avec toute la meilleure volonté que ce soit. Donc je ne crois pas que nous soyons, en deçà de la main. Je pense qu'au contraire, parce qu'il y a un web très fort à France Info, parce qu'il y a une chaîne d'infos en continu particulière, il y a là des atouts puissants. Et c'est, encore une fois, c'est un défi. Il n'y a pas les réponses toutes faites. Ça se bâtit au quotidien. C'est pas simple ce qu'on est en train de vivre. Et tous les Français le savent. Mais pour que ces médias-là marchent, il faut une confiance. Est-ce qu'elle est là ? Est-ce qu'elle n'a pas été perdue ? Perdu, je dirais, enfin voilà, tout comme la crise a certainement accéléré, ou en tout cas, les gens qui étaient déjà défiants ont certainement, n'ont pas été réconciliés avec les médias après cette crise-là. Mais je suis pas sûre que c'est créé forcément beaucoup de nouveaux défiants par rapport à la sphère médiatique. Et d'ailleurs, si la confiance avait été perdue, comme tu le dis, eh bien, nous n'aurions pas eu ce sursaut d'audience et, en quelque sorte, la restauration des grands rendez-vous de l'information que sont les journaux de 20 heures. Et puis, vous savez, symboliquement, il y a quelque chose de remarquable, c'est que les Français ont choisi 20 heures pour applaudir le personnel hospitalier, pour applaudir les invisibles, comme on a dit. Et 20 heures, c'est l'heure du journal. Ça veut dire qu'ils rataient les premières minutes. C'est pour l'ouverture du journal, quoi. C'est pas l'ouverture du journal qui est parfois la plus importante, il faut rentrer dedans. Je plaisante. Mais symboliquement, ça veut dire que l'heure du grand rendez-vous national était aussi l'heure de la grande solidarité. Et c'est bien pour ça aussi qu'on est réunis ici aux Assises. C'est pour tenter de comprendre ce que nous faisons, et cette spéciale en soi, elle est significative de l'effort de réflexion que nous produisons tous. C'est une spéciale qui n'est pas simplement pour le plaisir d'aller évoquer, entre guillemets, le Covid, c'est parce qu'on se pose tous des vraies questions fortes qui nous remettent en cause. Et on se demande, à la veille de l'élection américaine, si les faits auront toujours la même valeur, si la vérité aura toujours les mêmes valeurs. Nous parlons là de questions cruciales pour nos vies. La peur aux États-Unis, c'est un sujet auquel vous vous êtes intéressée, Marie, aussi ? Alors non, on ne s'est pas penché plus particulièrement que ça sur ce qui se passe aux États-Unis, si ce n'est que, en effet, la gestion de la crise de la pandémie a été particulièrement hasardeuse, avec des déclarations de Donald Trump qui étaient quand même choquantes pour une partie de la population. Après, bon, c'est très spécifique aux États-Unis. Donald Trump, malgré plein d'errance, bénéficie quand même toujours d'un socle qui est loin d'être négligeable. Donc voilà, on n'a pas suffisamment de données sur la façon dont la population a traversé cette pandémie, mais quoi qu'il en soit, le bilan est quand même catastrophique.
Après, pour rebondir peut-être sur ce qui a été dit avant, c'est que peut-être la difficulté là à la rentrée pour les médias, ça va être qu'on est dans une période très flottante, c'est-à-dire que pendant la gestion de la crise sanitaire, il y avait une nécessité d'accompagnement, de comprendre les choses, les Français étaient perdus, donc dès qu'on leur donnait un peu du grain à moudre pour leur permettre de prendre du recul sur la situation, c'était très apprécié, la parole des scientifiques était très appréciée, et on voit que ça s'érode considérablement parce que à chaque émission a son épidémiologiste, son virologue qui dit blanc le lundi, noir le mardi, et donc dans ce décodage-là, avec un gouvernement qui lui aussi, est critiqué dans sa gestion, mais peut-être aussi navigue un peu à vue parce qu'il est obligé de gouverner dans l'incertitude qui frappe tout le monde. Ça, c'est sûr que pour les Français, c'est compliqué, quoi. La gestion dans l'incertitude, c'est quelque chose qui répond pas à leurs attentes vis-à-vis d'un État protecteur et de médias qui accompagnent à décrypter l'actualité. Ce que vous dites sur l'expert, qui a été en quelque sorte l'explosion majeure de la période du confinement, pousse les médias à la réflexion sur une éthique de l'expertise. Qui est-il? Que dit-il? Quel est son parcours? Je pense que maintenant, dans les rédactions, il va falloir mettre en place une sorte de grille d'analyse de l'expertise et voir à quel dosage, pour le coup, on la met en place dans le schéma narratif de l'information. Oui, tout à fait, sachant que, justement, pour rebondir là-dessus, dans les réseaux sociaux et sur tout ce qui alimente la théorie du complot, tous les conflits d'intérêts des scientifiques, notamment dans le cadre d'un futur vaccin, sont souvent mis en lumière et peuvent finalement écrire une nouvelle petite musique compliquée pour les médias. Alors bien sûr, si vous voulez poser des questions à Hervé et Marie ici présents, eh bien vous pouvez le faire, vous le faites via Facebook, Twitter, journaliste.com. On se fera l'écho avec nos mobiles de vos questions. Et puis je m'adresse là aux personnes qui sont présentes, qui déjeunent entre 13h et 14h. Vous pouvez faire également la même chose en vous approchant de la table où nous sommes. Alors je recentre les choses, on est sur la peur. La peur, oui. Vous nous avez fait tout à l'heure un bel exposé sur la peur à la télévision, les images qui font peur, la peur pendant le confinement, pendant 55 jours. Est-ce que l'on pouvait faire sans la peur pendant 55 jours? Non. Non, parce que la peur est constitutive de l'événement dont on parle. C'est pour ça que les médias ont toujours été qualifiés. Vous savez, le mot anxiogène, ça date des années 30. En fait, c'est pas si vieux. Et donc, les médias ont été qualifiés d'anxiogènes parce qu'ils parlaient des choses qui font peur, qui provoquent l'inquiétude, qui provoquent l'anxiété. Et comment parler sans évoquer, faire vibrer ou causer la vibration de l'émotion, une catastrophe? Non, bien sûr que la peur est là. Mais l'important, c'est son intelligibilité. C'est de ne pas rester sidéré, pour le coup. Vous savez, quand un terroriste pose une bombe, il veut qu'on reste dans la peur et seulement dans la peur. Pas qu'il y ait une compréhension du geste, une enquête sur qui a fait quoi et autres. Le journalisme est là pour dépasser la peur, pas pour l'instrumentaliser et pas pour la cultiver. Et donc, nous sommes en fait les garants d'une médication anti-peur, pour retrouver un peu de rationalité, la rationalité du citoyen, la rationalité de la démocratie, la rationalité du « je ne fais pas n'importe quoi parce que je crève de peur », bien sûr. C'est ça, encore une fois, l'enjeu. Et c'est pour ça que cet enjeu est autrement plus considérable que ce que nous avons jamais connu. Alors quand 32% des Français jugent que les médias ont fait peur pour faire de l'audience, ça veut dire un tiers des Français. Est-ce que c'est un échec? Non, je pense qu'ils parlent de leur peur, que ces 32% avouent une peur, et que cette peur, ils l'ont vue dans les médias, que cette peur, on la partage, que cette peur, nous étions les voisins de palier de l'anxiété et l'info et les citoyens à hauteur de 32, mais certainement bien davantage. Vous savez, la cure de désintoxication où je crains l'overdose de la peur et j'arrête d'écouter, de regarder, on l'a tous éprouvé.
Et pourtant, on est tous ici journalistes et on veut défendre l'info. Mais on s'est tous dit à un moment, ça va. Et donc, là où il faut faire attention, c'est basculer dans un univers où tout à coup, nous ne parlerions plus de ce qui ne va pas du tout. Parce que nous serions convoqués à évoquer une sorte de paradis de l'existence qui n'existe pas. Donc tu es contre le journalisme de solution là. Ah, voilà la grande question. Non, ce qui est redoutable, c'est l'appellation. Parce que s'il existe un journalisme de solution, quel est l'autre? Des non-solutions? Nous ne sommes pas ici des journalistes de la non-solution. Nous sommes des journalistes des faits. Et le journaliste de solution est un journaliste de complément qui vient donner un éclairage nouveau. Un contrepoint. Oui, ou je dirais un complément alimentaire quand ça fait du bien, hein, parce que quand on est anxieux, parfois on mange un peu trop. C'est le complément alimentaire nécessaire qui peut faire apparaître des perspectives, mais certainement pas l'autre journalisme. Ça nous amène justement à dévoiler en partie les conclusions du baromètre Via Voice qui a été commandé par les Assises du journalisme. Beaucoup de Français veulent aujourd'hui un journalisme utile. C'est une demande, c'est une des leçons de ce confinement, de cette peur, de ce moment anxiogène. Comment vous le prenez-vous, Hervé? Comment vous l'entendez-vous, Marie? Alors bon, je suis moins spécifiquement dédiée aux médias. Peut-être juste d'abord rebondir sur ce qui a été dit avant, c'est que vraiment je pense qu'il peut y avoir une relecture aussi de ce qu'on a vécu. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui où finalement on se dit que les contaminations évoluent en grand nombre mais qu'on continue quand même plus ou moins à avoir une vie un peu normale, il peut y avoir des réinterrogations sur la pertinence d'un confinement généralisé et donc de l'impression qu'on nous a peut-être fait paniquer de façon un peu excessive. Mais à l'heure où ça s'est passé, le fait est que les gens avaient vraiment peur et qu'il y avait des morts en nombre conséquent et que la dialectique, en effet, on l'a déjà dit, du gouvernement augmentait cette peur. Donc je pense qu'il peut y avoir aussi par effet rétroactif l'idée de dire on nous a fait paniquer, mais sur le coup, cette panique, elle était partagée par l'ensemble des acteurs. Sur un journalisme utile, je pense en effet, c'est toute la difficulté d'aujourd'hui, parce que cette défiance, elle est quand même généralisée. Je vous avais donné, il y a un chiffre qui est intéressant, c'est qu'en France, on est aussi plus défiants les uns vis-à-vis des autres. Juste les gens qu'on croise dans la rue que, par exemple, chez nos voisins allemands ou anglais. Donc ça en dit aussi beaucoup sur notre société. Et c'est quoi cette défiance? C'est-à-dire, ça passe par quoi? On les soupçonne de quoi les autres? Alors, je pense qu'on soupçonne les autres. On est aussi dans une société extrêmement individualisée. On est parano? En gros, alors parano, on l'a vu par ailleurs avec le Covid. Ça a été un des paradoxes, c'est-à-dire qu'au tout début, notamment les applaudissements à 20h, on s'est dit ça va être enfin le réveil de la solidarité, du collectif, auquel on aspire. C'est pour ça, c'est toutes les contradictions internes. Et puis très rapidement, nous on a vu dans les verbatims que derrière cette solidarité-là, on avait peur de celui qui respectait pas, mettait pas son masque, contournait pas à 1 mètre de distance dans la rue, allait dévaliser les supermarchés, et finalement chacun devenait un peu l'ennemi de l'autre. Et puis c'est le cadre spécifique d'une épidémie, c'est-à-dire que on peut être contaminateur sans le savoir, donc on est à la fois victime et bourreau, et donc du coup il y a un cadre qui est posé qui fait que le vivre ensemble est particulièrement compliqué. Et puis je pense que il y a une demande de protection en France qui est très forte, à la fois une société très individualisée mais une société très en attente d'un État fort, très présent, qui répond à tous les manques, et donc du coup ça crée aussi cette complexité. Mais tout ça c'est contradictoire finalement. Comment on s'en sort dans ces cas-là? Alors là, ça, moi, je n'ai malheureusement pas la réponse, mais c'est un vrai défi. Alors, ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, nous, on le voit dans nos études par rapport à cette archipélisation de la société française, ça passe déjà par une connaissance de tous ces archipels, en fait, de tous ces îlots, parce que... Qu'est-ce que vous appelez les archipels et les îlots? Alors, les îlots, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que la société, elle est très divisée, qu'on ne vit pas du tout de la même façon en zone rurale qu'en zone périurbaine,
que dans une grande agglomération, et que finalement les communautés de valeurs ou les communautés même de ce qu'on de culturel, de ce qu'on consomme au quotidien ne sont pas les mêmes, et donc du coup on a des îlots en fait qui ne communiquent plus vraiment entre eux et qui montrent la difficulté d'un vivre ensemble très fort, avec des fractures, notamment une qui est très constitutive de notre société, c'est entre le peuple et ses élites, entre la France d'en haut et la France d'en bas, et puis entre Paris et le reste de la France aussi. C'est pour ça qu'on peut cartographier la colère en France à travers ces îlots-là. Oui, tout à fait. Et c'est des îlots dont on se rend compte aussi, quand on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux, que les modes, les aspirations, les modes de consommation médiatique ne sont pas les mêmes. Et donc du coup, une parole, par exemple, on le voit pour les gouvernements. Nous on travaille beaucoup en lien avec des mesures qui sont prises par le gouvernement. Aujourd'hui, la parole gouvernementale, elle est finalement, elle n'arrive pas à descendre jusqu'en bas. On a évidemment aussi médiatiquement beaucoup changé. Avant, on avait 3 chaînes, les gens regardaient les mêmes médias, avaient les mêmes idoles. Enfin, ça touche à toutes les sphères en fait. Aujourd'hui, on a une offre médiatique qui est pléthorique, et donc des comportements médiatiques pléthoriques, et donc une appréhension du monde et de la vie en France qui est extrêmement différente d'un endroit à l'autre. Je m'arrête un instant sur cette notion de carte de la colère. Il y a des endroits en France où on est plus en colère que d'autres. C'est quoi? C'est le nord, le sud, l'est, l'ouest? Comment ça se passe? Alors, oui, il y a des zones. Après, ça se traduit politiquement par des cartographies électorales, mais qui d'ailleurs sont assez mouvantes parfois. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on le voit, il y a quand même aussi, on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, qui a surpris un peu tout le monde, et qui est la représentation même de cette défiance. C'est-à-dire qu'on a vu des gens aller sur leur rond-point, mettre un gilet jaune pour devenir visible. C'est les fameux invisibles de la République française, qui se sont constitués grâce aux réseaux sociaux, donc avec des modes de structuration, même de la protestation, qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on connaissait auparavant et ce qu'on couvrait médiatiquement. Les médias d'ailleurs ont été assez critiqués sur la façon dont ils ont géré ces manifestations. Donc voilà, cette colère, elle s'exprime, je dirais, c'est pas forcément géographique en tant que département ou région plus touchée que d'autres, mais en tout cas il y a des clivages en tout cas très forts entre les grandes agglomérations davantage tournées vers la mondialisation et des zones plus périphériques ou rurales où on a un peu un décrochage par rapport à ça, et où on a l'impression surtout d'en toucher aucun bénéfice. Donc une colère plus forte. En réalité, cette crise, elle a révélé ça a été une espèce de révélateur quant aux failles préexistantes. C'est ce que vous nous disiez au début, l'école blanche contre l'école bleue, et puis la France d'en bas, la France d'en haut, et puis cette carte des gens qui sont en colère, qui s'apparentent effectivement à certaines tendances politiques, tout à fait. des gens qu'on n'entend plus et qui se sont exprimés pendant les Gilets jaunes. Et justement, ces gens-là, toutes ces personnes qui ont peur, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les gens qui n'étaient qui étaient en colère au moment de la crise des Gilets jaunes, et les gens qui ont peur, ont eu un petit peu plus peur de cette cartographie? Alors, je ne sais pas si c'est sur la peur, mais par exemple, quand on analyse les réactions à la polémique sur la chloroquine, on retrouve un peu ces segments-là. C'est-à-dire que les gens qui disent finalement, on avait, sans être expert de la chloroquine, puisqu'on avait un gros ventre mou de gens qui ne pouvaient pas se positionner sur la question, mais il y avait l'idée qu'on avait le professeur Raoult qui expérimentait quelque chose, qui avait un remède qui a priori avait l'air de fonctionner, et Paris, je caricature, qui disait c'est n'importe quoi, c'est non vérifié scientifiquement, alors même que le professeur Raoult n'était pas non plus, il avait des titres de médecine, et donc on voit bien qu'il y a une adhésion et qu'il ressent. Mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement les Gilets jaunes seraient complotistes? Ah, pas du tout. Non, parce que les gens qui ont soutenu le professeur Raoult, premièrement, ne sont pas tous complotistes, mais deuxièmement, il y a une grille de lecture notamment sur la décentralisation. On s'est rendu compte que cette crise aussi, c'est un peu une crise du jacobinisme à la française, donc qui peut avoir une incidence sur les médias, parce qu'en fait, on a eu un État central qui décidait, alors pour vous donner un autre ordre d'idée, rien à voir avec la chloroquine, l'ouverture ou la fermeture des plages, par exemple, ça a été très mal vécu, parce qu'on avait Paris qui décrétait tout d'un coup qu'un espace quand même très grand allait être fermé à la circulation, alors que, a priori, le maire, au niveau local, était tout à fait apte à adapter cette consigne à son territoire. Donc
donc il y a eu ce genre de choses. Donc on retrouve une volonté de décentralisation aussi qui naît de tout ça. C'est ce que tente de faire le Premier ministre en bien que mal. Tout à fait. Actuellement. Sauf que Et alors, ce qui est intéressant, par exemple, prenons les anti-masques dont vous avez parlé. L'Institut Montaigne a fait tout un travail là-dessus. Et l'Institut Montaigne montre que les gens qui sont anti-masques ne sont pas du tout des gens qui ont peu de niveau d'éducation ou peu de revenus. Ce sont des gens parfois qui sont dans des catégories importantes, des jeunes très à la page, comme on disait avant. Et donc, on est très surpris par cette archipélisation qui n'est pas seulement géographique, mais dans les têtes. Et donc ça, c'est, je trouve, un premier aspect assez étonnant, c'est-à-dire que la rationalisation que nous voudrions porter sur la peur, les sentiments et autres, se heurte à cette difficulté de lignes de traverse qui peuvent passer à travers les foyers, les conditions sociales. C'est pour vous très compliqué d'en rendre compte. Oui, et cette fracture sociale, pour rebondir sur les fameux première et deuxième lignes, puisque cette crise aussi, elle a révélé que finalement, c'est un peu un pied de nez, c'est-à-dire que finalement, les personnes qu'on a applaudies aux fenêtres à 20h en dehors des professionnels de santé, c'était des caissiers, des éboueurs et des gens qui du coup étaient souvent sur les ronds-points avec les gilets jaunes. Donc du coup il y a et ça c'est des choses, il y aura en tout cas une reconnaissance à avoir vis-à-vis de ces profils-là, si on veut qu'il y ait un minimum de confiance. Ça c'est en tout cas une des premières pierres à apporter, c'est évident. Je trouve l'exemple des anti-masques extrêmement surprenant, parce que vous nous disiez tout à l'heure, en France on est très défiant par rapport à l'État, et pour autant en Allemagne c'est là qu'on voit un mouvement anti-masque bien plus fort que chez nous. Donc nous on est défiant par rapport au gouvernement, mais on accepte de mettre le masque. Là-bas ils sont ok avec le gouvernement, mais ils refusent de mettre le masque. Comment expliquer ça? Alors ça, je ne suis pas sûre d'avoir toutes les clés d'explication, puis voilà, on n'est pas allé sonder, j'ai pas une connaissance non plus très précise de l'opinion allemande. On va vous commander l'étude. Oui, mais bon, en tout cas, ce qu'on voit en France, c'est que cette défiance ne se traduit pas forcément par un non-respect des gestes barrières, et c'est certainement, ça revient un peu au sujet, qui est que il y a une peur, et que cette peur, c'est aussi le fait que on doute des capacités de l'État à gérer la crise, et donc on se dit que finalement c'est au niveau individuel qu'on doit prendre un peu ses précautions, et ça passe aussi par le respect des gestes barrières. On peut dire un mot de l'Italie, par exemple. L'Italie est quand même... il s'appelle Brusini. Oui, et du Nord en plus. La caricature de l'État, je ne le respecte pas, la fraude fiscale, les comportements déviants au possible, et pourtant dans la rue je porte le masque, je fais confiance à un homme, Conte, mais pas forcément à tout le système politique. Donc un truc complètement cul par-dessus tête, difficilement compréhensible, mais qui donne néanmoins des Italiens qui respectent la règle en vigueur. Vous savez, il y a un grand écrivain qui s'appelle Baricco, Alessandro Baricco, qui a écrit des papiers là-dessus pour dire « Mais je suis stupéfait, je ne reconnais pas mon pays. C'est incroyable que nous soyons aussi réglo. » Ici, en France, moi je trouve qu'il se passe un peu ce qui se passe au MAM. Vous savez, le MAM, c'est un incubateur de start-up. On y est là, à Tours. On est en plein dans l'incubateur. Eh bien, nous débattons du Covid, incubateur de crise. L'incubateur de crise sociale, politique, idéologique, et donc, pourquoi pas, de l'information. Nous sommes dans l'incubation. Et donc nous demander, comme on le fait souvent à nous les journalistes, d'avoir le pas de côté, la distance, j'aime ça. Quand on est face à une catastrophe, il faudrait que nous soyons en même temps dedans et dans la distance. Non. On est tous logés à la même enseigne. Et ce qui est intéressant, c'est que nous sommes tous convoqués à la définition politique et sociale de chaque citoyen, de sa fonction dans la société. Encore une fois, c'est tout l'objectif de notre rencontre là. C'est comprendre comment marche notre boussole par temps d'orage.
Ce qui est intéressant, Marie Garadio, c'est que vous faites partie du département opinion de l'IFOP. Et donc, par temps d'orage, quelles questions maintenant on va poser aux Français, justement pour essayer de trouver la boussole? Alors ça, Quelles seraient les questions pertinentes? Vous me disiez, non, on n'est pas allé en Allemagne, mais pour vous, là, l'intuition, c'est d'aller poser quelles questions, d'essayer de trouver quelle température? Alors, de toute façon, il y a déjà un suivi de la crise sanitaire et puis de la crise économique et sociale. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on suit donc au quotidien, le niveau d'inquiétude, à la fois sanitaire et puis aussi sur le plan économique et social, parce que ça va être des crises énormes, avec une crainte très forte. La nouvelle peur, entre guillemets, c'est de décrocher encore plus, quoi, d'être déclassé, mais même individuellement. Évidemment, il y a la France, dont on pourrait parler. Mais il y a aussi, au-delà du déclassement, oui, bien sûr, il y a la France avec une crainte d'un déclassement de la France très fort, et puis de l'autre côté une crainte au niveau individuel avec la peur alors pas forcément d'être concerné directement par la pauvreté, mais en tout cas d'un petit effondrement personnel dans les mois et les années qui viennent. On parlait clairement de perdre son emploi. Pardon ? Pour parler clairement, de perdre son emploi. Oui, de perdre son emploi, c'est une vraie crainte. Et puis, ça va toucher évidemment beaucoup de Français. Sur les choses à sonder, évidemment, ce serait de travailler sur comment restaurer cette fameuse confiance. Mais c'est un peu, si quelqu'un avait trouvé la solution, on le saurait. C'est en tout cas ça qu'il faut poursuivre, parce que nous, ce qu'on a vu aussi comme autre signal faible, c'est qu'il y a au-delà de la colère, il y a une prise de distance qui nous paraît, qui frôle une forme d'indifférence qui nous paraît assez compliquée à gérer, à la fois politiquement, notamment en termes de participation à la vie démocratique, mais aussi en termes d'audience des médias. Alors pas forcément l'audience quantitative, les gens continueront certainement toujours à regarder le JT, mais du niveau de crédibilité accordé à ce qu'on nous délivre dans ces instances. Et ça, c'est quelque chose, cette distance, cette forme d'indifférence qui, à mon avis, est à scruter, sachant que cette crise a quand même fonctionné par repli sur la sphère privée. Le confinement, ça a été ça. Certes, on a été à la fois en lien avec la terre entière grâce à nos portables, mais on a aussi été tout seul chez soi avec notre noyau familial. Et ça, dans une société qui est individualiste, c'est pas forcément propice à l'ouverture, quoi. Donc c'est aussi des choses qu'il faudra mesurer dans le temps. Il y a un mot qu'on partage entre la démocratie, entre guillemets, politique et le journalisme, c'est représentation. Cette crise de la représentation avec le divorce élite et peuple, et puis la crise de la représentation comme question qui nous est posée à nous, c'est que représentons-nous dans notre information, d'où la question des invisibles, d'où la question de mettre en place les réponses aux questions que les gens se posent, d'où la question de la fonction du service public et de tous les médias à l'intérieur de cette société. Quelle société représentons-nous ? Et donc, de quelle manière pouvons-nous réduire la distance et donc, par voie de conséquence, la défiance ? Que les gens aient le sentiment de s'y retrouver quand ils nous regardent. Alors, effectivement, je reprends ton terme, incubateur, nous y sommes. C'est vrai qu'on réfléchit, on cherche notre boussole dans l'orage. On parle de peur, je recentre sur notre thématique de vivre avec la peur. La peur, c'est arrivé mi-mars, on l'a encore. Est-ce que ça va crescendo ou pas ? Parce que là, la crise est là, la crise économique et sociale. Là, on commence à voir quand même des sujets en ouverture du JT. Je regardais le 20h hier, on commence à voir des gens qui font la queue à la banque alimentaire. On commence à voir un petit peu les conséquences de cette crise sanitaire qui commence à s'exposer à la une des journaux télévisés. Pour le moment, la peur n'est pas à l'air descendue. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'inquiétude sur les conséquences économiques et sociales de la crise est beaucoup plus forte. Il y a 86% des Français qui sont inquiets des conséquences économiques et sociales de la crise. Ils sont que 68% à être inquiets de la crise sanitaire en tant que telle, de tomber malades, eux ou leurs proches. Donc on a pour l'instant une inquiétude sur les conséquences économiques et sociales beaucoup plus forte que sur la crise sanitaire en tant que telle. Et c'est ça c'est ça qui rentre aujourd'hui en tension avec toutes les mesures prises par le gouvernement. Le confinement, c'est pas tant la crainte de revenir enfermé chez soi, c'est la crainte de perdre son activité, d'un décrochage économique encore
plus important et on voit qu'il y a quand même tout un pan de l'économie française qui est déjà touché et tout un pan qui va être touché dans les mois qui viennent. Donc cette mise en tension entre la valeur de la vie et puis la valeur aussi économique de la survie va être un sujet important. Et puis on le voit aussi, il y a une montée de la pauvreté, ce que vous exposiez, qui va poser des problèmes de société importants, puisque on va avoir une augmentation de la pauvreté assez forte, et dans les perceptions des Français, l'impression qu'il y aura qu'un petit îlot de gens très riches qui s'en sortiront et que le magma des classes moyennes va lentement décrocher. Donc ça, c'est aussi des choses qui ne permettent pas de générer de la confiance ou de l'optimisme pour l'avenir. Donc comment on parle de la crise, comment on parle du chômage, est-ce qu'on en parle trop, pas assez, quelle place on donne à ces thématiques-là de crise économique? Ça fera partie des débats d'actualité de ces prochains mois. On va faire une transition. Nous allons faire une transition. Bravo. Tout est autant que les intervenants qui pourront se mettre en place sur la scène puissent se mettre en place, effectivement, parce qu'il est temps, il est 14h. Alors moi, j'ai envie de remercier quand même Marie. Merci beaucoup pour votre... Merci. Et Hervé Brusini. Vos chiffres et vos lectures également de chiffres. Et puis je dirais l'envolée, la belle envolée de Hervé Brusini qui est en capacité de nous expliquer quand même notre société aujourd'hui et à venir, en tous les cas, ce vers quoi on doit tendre. Pour le journalisme. Pour le journalisme, bien entendu. Et encore. Non, c'est juste gamberger ensemble. Cet effort-là de réflexion, c'était génial de voir tous ces professionnels échanger, débattre. Ça veut dire que ça bouillonne. Ça veut dire qu'on n'est pas dans l'arrogance. Non. On n'est pas dans l'idée toute faite que nous sommes au-dessus. On est sur terre, et fortement. Donc au moins si le public pouvait être convaincu de ça, qu'on est juste des petits terriens et qu'on essaye de faire en sorte qu'on vive pas si mal parce qu'on comprend ce qui est en train de se passer. Et qu'il n'y a pas un chef d'orchestre du grand complot. Non. Bim. Alors, le conseil de déontologie journalistique et de médiation, vous connaissez? Oui, important. Bien sûr. Eh bien, écoutez, il a été créé il y a moins d'un an. Oui. Et ici, aux Assises internationales du journalisme de Tours, eh bien, on va dresser un premier bilan avec les membres de ce conseil. Ils sont en place. Messieurs...